merci. Je tiens tout d'abord à remercier la commission scientifique de la SMAR pour avoir choisi ce sujet, pour l'intérêt qu'il porte, pour une population qui nous est très intéressante, puisque c'est l'avenir de notre métier au Maroc, mais également dans les pays africains. Et donc la même chose, je vais essayer de défendre le sujet âgé au cours de mon intervention pour dire pourquoi un sujet âgé a le droit d'avoir un bilan exhaustif avant d'être opéré, avant de subir une intervention chirurgicale. Et pour commencer, donc mon rôle aujourd'hui, c'est de défendre le sujet âgé pour avoir droit à un bilan préopératoire, complet, exhaustif, lui permettant de passer un cap de la chirurgie. Donc je vais passer sur un certain nombre de données que mon collègue a déjà abordé, notamment la différence entre l'âge chronologique et l'âge physiologique ou l'âge clinique, puisque c'est l'âge physiologique qui est actuellement retenu pour définir un sujet âgé, ce n'est pas l'âge chronologique uniquement. Et donc je vais passer sur l'autonomie du patient âgé, quel degré d'autonomie il présente avant la chirurgie, la fragilité du sujet âgé, donc c'est des choses qu'on connaît tous. La littérature est très abondante concernant l'anesthésie ou la prise en charge ou l'évaluation du risque préopératoire du sujet âgé, et quand on fait une recherche bibliographique, par exemple une recherche sur le PubMed, on est pratiquement à 8300 articles qui parlent de la stratégie préopératoire du sujet âgé. Quand on fait une autre recherche, par exemple sur le New England Journal, c'est pratiquement 152 articles qui parlent de la gestion préopératoire du sujet âgé. Ça veut dire que la littérature s'est intéressée de façon très rapprochée au sujet. Et quand je revois l'épidémiologie à l'échelle internationale, les Nations Unies estiment que la population mondiale va passer entre 2010 et 2050, pratiquement la population de 60 ans et plus, elle va doubler, et la population âgée de plus de 80 ans va être multipliée par 3 pratiquement. Au Maroc, l'épidémiologie établie et élaborée et éditée par le Haut Commissariat du Plan parle d'une croissance accélérée de la population âgée, puisqu'il va passer entre 2004 et 2030 de 8% à 15%, ça veut dire que la population âgée va doubler, et on va être tous, en tant qu'anesthésiens-réanimateurs, confrontés à la prise en charge de ce genre de patients. Et donc le rôle de l'anesthésiste que je peux être, ou que vous pouvez être, à prendre en charge ces patients, c'est de les aider à franchir un cap aigu qui est en rapport avec un acte chirurgical pour leur permettre de récupérer au moins les conditions d'existence préopératoires. Sinon, la chirurgie devrait normalement améliorer leurs conditions d'existence, et donc l'autonomie préopératoire devrait être au moins récupérée en fin de chirurgie. Et puis bien sûr, comme c'est une mission qui est très difficile, il va falloir s'habituer, puisque même la littérature internationale montre que le sujet âgé est de plus en plus confronté à la chirurgie. 30% pratiquement aux États-Unis, 36% des malades sont candidats à la chirurgie quand ils sont âgés de plus de 65 ans. La même chose aux États-Unis, en Amérique, les rapports avaient montré qu'en 2020, 25% des techniques, le nombre de chirurgies chez le sujet âgé va augmenter de 25% en 2020. Le coût des soins engendrés par cet accès à la chirurgie va augmenter pratiquement de moitié, et le taux de complications post-opératoires va pratiquement doubler. Et donc, les auteurs du rapport avaient pratiquement pensé à une véritable crise chirurgicale, puisque, à la rigueur, la chirurgie qui va engendrer le double de complications va être problématique dans un système où l'assurance maladie est très difficilement accessible. Alors, entre une attitude restrictive qu'a défendu mon ami Khan et une attitude exhaustive, il y a des zones d'ombre qui sont très larges, malheureusement, pour plusieurs raisons, parce que d'abord, c'est une population qui est très hétérogène, on ne connaît pas exactement quel type de population, de sous-groupe au niveau du sujet âgé. Il y a également un problème dans la stratification des examens complémentaires que je vais demander en préopératoire. Est-ce que, par exemple, le CG fait partie d'un examen exhaustif? Est-ce que l'échocardiographie, c'est un examen exhaustif? Ou est-ce que c'est la coronarographie, c'est le stress? Donc, le bilan exhaustif n'est pas correctement défini, ce qui fait, je pense qu'on va déborder les uns sur les autres, mais l'objectif final, c'est de trouver justement un compromis entre les deux attitudes, restrictives et exhaustives. Alors, les enjeux de l'anesthésiste face à ces populations, c'est un enjeu qui est multiple. D'abord, l'accès et la disponibilité des explorations potentielles que je vais demander. Est-ce qu'elles sont accessibles rapidement, pas rapidement, in situ ou ailleurs? Le problème médico-légal, c'est également un problème qui doit être présent à l'esprit. Le troisième problème, c'est le problème d'économie de la santé qu'a soulevé mon ami Khan.
Et le quatrième enjeu, qui est un enjeu capital, c'est la capacité de l'anesthésiste réanimateur à définir de façon presque certaine le rapport du bénéfice de l'intervention chirurgicale et du risque de l'anesthésie et de la chirurgie. Je vais commencer par le volet le plus facile, puisqu'on parle d'économie de la santé et que le monde maintenant est géré par des économistes. Il faut absolument qu'on trouve les arguments pour défendre le besoin du patient âgé à accéder à toutes les explorations potentiellement obligatoires. Et donc, quand on voit par exemple les autres disciplines, je vais parler d'un certain nombre, ce n'est pas une liste exhaustive, la pathologie cardiaque où on peut explorer les malades pratiquement de façon illimitée, où on peut prescrire des médicaments qui sont de plus en plus chers, où on peut hospitaliser des malades de plus en plus longtemps, on n'a jamais discuté des coûts de la santé chez les patients de cardiologie. La même chose se dit quand on parle de pathologie cancéreuse. Avec l'avènement des nouvelles thérapeutiques ciblées, on ne fait plus d'économie de la santé, puisque de toute façon, les malades ont accès pratiquement à tous les bilans, toutes les explorations, tous les médicaments. La même chose se dirait sur la pathologie, à propos de la pathologie chronique, donc les maladies inflammatoires du côlon, à propos de la SPA, du lupus, de la pathologie neurologique. Donc finalement, il n'y a que les anesthésistes qui doivent faire des économies de la santé. Ça, c'est inacceptable, puisque de toutes les façons, les explorations, on va réfléchir longtemps avant de prescrire une échocardiographie ou une épreuve de stress ou un bilan biologique. On va réfléchir longtemps à voir est-ce qu'on a du matériel disponible pour prendre en charge ces patients qui sont fragiles, qui sont âgés. On va réfléchir longtemps à la prescription des médicaments, mais également au séjour en soins intensifs, au service, au réa. Et donc le volet économique devrait normalement, dans un système de couverture universelle, soit être homogène dans toutes les spécialités, soit libre pour toutes les spécialités. Et donc je ne vois pas pourquoi l'anesthésiste va réfléchir sur le volet économique. Un patient qui a sa couverture maladie peut bénéficier en pathologie cancéreuse de toutes les possibilités thérapeutiques, alors qu'il n'a pas droit en anesthésie en réanimation de bénéficier du minimum, je dirais, d'exploration. Le deuxième volet, c'est le volet médico-légal, et on le sait tous, le domaine de l'anesthésie est l'un des domaines les plus pourvoyeurs de poursuites judiciaires. Et un certain nombre de poursuites judiciaires peuvent donner même lieu à des procès, avec bien sûr une société et des sociétés bien sûr civiles, une population et des juristes qui ne connaissent pas exactement la limite entre la faute médicale et la complication habituelle ou naturelle. Il y a même des médecins qui sont suivis parce qu'ils n'ont pas suffisamment exploré leur malade en préopératoire, et donc le juge a poursuivi le médecin parce qu'il n'a pas suffisamment exploré, et donc il a jugé que la complication était secondaire à un défaut d'exploration. Il y a également le problème des malades qui sont reclusés dans une structure par défaut de moyens ou d'exploration qui arrivent dans une autre structure. Est-ce qu'il faut les opérer avec le minimum d'exploration? Il faut vraiment explorer, parce que de toute façon, il y a un praticien avant qui a dicté une exploration poussée ou des investigations plus intéressantes, alors que dans votre structure, c'est très difficile pour le médecin qui reçoit le patient de faire justement de façon restrictive. La sécurité des patients, tous les rapports et toutes les instances qui parlent de sécurité du patient, ils parlent du bilan préopératoire, donc on n'a pas le droit de restreindre un bilan préopératoire sous prétexte qu'on fait de l'économie, qu'on fait très rapidement. La sécurité du patient devrait passer normalement avant tout. Et puis même quand on parle du bilan préopératoire, dans le cadre de la sécurité du patient, on ne sait pas quel est exactement le bilan. Les conférences de consensus, toutes les conférences de consensus ne mettent pas de façon formelle quel bilan demander chez un sujet âgé et quel bilan ne pas demander. Il y a énormément de subjectivité, de bon sens clinique du médecin qui va justement prendre la décision. Et puis bien sûr, on a besoin en tant que réanimateur d'établir une balance bénéfice-risque afin d'expliquer aux patients et à la famille, aux chirurgiens, ce rapport. Il faut absolument qu'on ait le maximum de renseignements parce que justement, ce n'est pas quelque chose qui est quantifiable. Le troisième, c'est la disponibilité des explorations potentielles qu'on pourrait être amené à demander. Et donc, pourquoi un patient qui va subir une chimiothérapie bénéficie de tous les bilans biologiques et d'un bilan hépatique, même quand sa fonction hépatique serait normale cliniquement? Il est jeune de 19 ans, il va subir une chimiothérapie. Le chimiothérapeute demande un bilan hépatique parce que, soi-disant, il risque de faire une cytolyse sous traitement sous chimiothérapie. Il fait un bilan biologique complet, mais également un bilan radiologique complet, en passant par la du standard, par le scanner, par l'IRM, par le PET scan. Et maintenant, dans notre hôpital par exemple, le TT est devenu quelque chose d'obligatoire comme bilan pré-chimiothérapie, même si j'ai un sujet de 25 ans, de 30 ans, qui est complètement asymptomatique, qui a une tumeur, qui va subir une chimiothérapie, il faut faire une TT pré-chimiothérapie, c'est obligatoire. Et donc la même chose se dirait pour la chirurgie. Il n'y a aucun chirurgien qui puisse opérer un malade alors qu'il n'a pas de bilan d'expansion, alors que l'indication n'est pas formelle, n'est pas claire.
ils pouvaient explorer tous les patients, mais finalement, il faut absolument qu'il y ait un bilan préchirurgical qui est complet. La même chose se dirait pour le bilan des pathologies chroniques. Donc, je ne vois pas pourquoi, chez un sujet âgé, je vais restreindre au maximum, alors que normalement, il devrait bénéficier du bilan complet, parce qu'il faut absolument qu'on monte sur la limite d'âge pour bilanter le maximum de patients. Et puis, le quatrième enjeu, qui est le plus important, comment je pourrais évaluer la balance du bénéfice et du risque chez un patient que je ne connais pas. Parce que malheureusement, notre population, ce n'est pas une population européenne, américaine, c'est une population qui est d'abord sous-médicalisée, il n'a pas d'accès aux soins pour des raisons multiples qui dépendent de la structure. C'est une population qui ne bénéficie d'aucune médecine préventive, ça veut dire qu'à la rigueur, le patient arrive pour la première fois pour voir un médecin. Est-ce que vous avez déjà un problème de santé? Il vous répond tout simplement, c'est la première fois que je vois un médecin. Donc ce n'est pas un malade qui est suivi. À la rigueur, c'est une occasion pour lui pour faire le bilan de santé, pour faire un bilan biologique, une radio pulmonaire, un ECG, etc. Et puis, quand les patients arrivent avec des pathologies méconnues, c'est des pathologies qui n'ont jamais été traitées. Quand je trouve une hypertension artérielle, ce malade n'a jamais été traité, et donc certainement qu'il y a des complications de l'hypertension artérielle. Et quand ils sont traités, ils ne sont pas malheureusement assez bien suivis. Alors la problématique, c'est ça, parce que la mortalité augmente en périopératoire avec l'âge. D'ailleurs, toutes les études l'ont montré, plus on augmente dans l'âge, plus la mortalité opératoire augmente. Les complications périopératoires les plus fréquentes sont les complications cardiovasculaires, à savoir l'ischémie myocardique, l'insuffisance cardiaque. Les complications demandées, il devrait passer à un stade plus avancé. Ce n'est pas uniquement quand le malade a des signes cliniques, parce que justement, il ne bouge pas. Et de toute façon, on ne va pas chercher la dyspnée et l'insuffisance respiratoire chez le patient qui est alité. Alors, quand on voit la dysfonction diastolique, bien sûr, je vais passer de la dysfonction systolique qu'on cherche tous, la fraction d'éjection du VG. La dysfonction diastolique est un élément très important qui ne va pas être recherché par des praticiens en réanimation qui veulent faire du monitorage hémodynamique par échocardiographie, mais c'est surtout les cardiologues qui doivent le rechercher. Elle est responsable de 50% des insuffisances cardiaques, en dehors, bien sûr, de la fraction, avec une fraction d'éjection normale. Elle est présente chez 50% des patients âgés de plus de 80 ans et elle est associée à une mortalité très importante. Elle augmente la mortalité pratiquement de 11%. Ça veut dire tout simplement que la recherche d'une dysfonction diastolique est primordiale pour mener l'anesthésie chez un patient très âgé ou un patient âgé de plus de 70 ans, parce que de toutes les façons, on le sait tous, le remplissage vasculaire, la prévention de l'œdème pulmonaire, le sevrage de la ventilation artificielle sont des éléments importants qu'on recherche en post-opératoire, en périopératoire et en post-opératoire immédiat. Quels sont les biomarqueurs à demander? Est-ce qu'on a le droit de demander un BNP chez un patient âgé de 65 ans qui va subir une intervention et chez qui on suspecte une insuffisance cardiaque? Ou est-ce qu'il faut justement dire que de toute façon c'est un patient qui a un degré d'insuffisance cardiaque, ce n'est pas la peine de prescrire une BNP? Je n'ai pas de problème à prescrire justement un dosage de BNP, puisque effectivement ce n'est pas une valeur pronostique, mais ça permet de nous orienter vers la présence potentielle d'une insuffisance cardiaque qui peut se décompenser en post-opératoire. Le rétrécissement aortique serré, très fréquent chez le sujet âgé, 10% pratiquement des sujets de plus de 80 ans ont un rétrécissement aortique serré. Le problème du rétrécissement aortique serré, c'est qu'il est souvent asymptomatique. C'est le patient qui a son rétrécissement qu'on découvre sur l'auscultation, mais qui ne présente aucun problème. Et malheureusement, un rétrécissement aortique, même quand il est asymptomatique, il augmente la mortalité périopératoire. Et donc, il faut absolument le quantifier. Quand il s'agit d'un rétrécissement aortique très serré, il faut même aller le proposer au chirurgien cardiaque et au cardiologue pour voir l'opportunité maintenant du TAVI, du remplacement. L'essentiel, c'est que je puisse mettre le malade dans cet algorithme. C'est un patient âgé de 70 ans chez qui on a découvert un rétrécissement aortique, qui va être opéré pour une vésicule. Il a toutes ses chances d'être reversé sur cet algorithme et bénéficier, comme toute la population générale, des moyens thérapeutiques envisagés et possibles. Alors l'HTAP, elle est fréquente chez le sujet âgé. Je vais passer très rapidement parce que ce n'est pas la plus fréquente des pathologies, c'est surtout la recherche de coronaropathie, et toutes les sociétés savantes ont essayé d'établir un algorithme pour demander des examens complémentaires pour rechercher en préopératoire une coronaropathie, sachant que l'augmentation de troponine en post-opératoire est un facteur de mortalité qui a été admis pratiquement chez tous les patients âgés, mortalité à 6 mois en chirurgie vasculaire ou à 1 an en chirurgie du col. L'augmentation de la troponine en post-opératoire est synonyme d'une mortalité élevée. Les tests d'ischémie à l'effort, est-ce qu'il faut les faire? Moi, je défie quelqu'un. Si on arrive à 50% des anesthésistes qui calculent le score de lit chez le patient âgé. Malheureusement, on a l'impression d'oublier que les patients âgés sont les plus fragiles, sont les plus
exposés à des complications cardiaques, et même une étude française qui a été faite ont montré pratiquement que le score de Lee est très rarement établi et calculé par les praticiens. Donc chaque fois que le score de Lee est supérieur à 2, il faut absolument prendre le patient dans le sens, bien sûr, d'exploration cardiologique, surtout quand l'intervention n'est pas extrêmement urgente, et le reverser justement sur l'algorithme d'à côté pour qu'il puisse bénéficier éventuellement d'une coronarographie avec éventuellement une revascularisation, soit endoluminale, soit chirurgicale. Donc les tests d'effort chez le sujet âgé ont pour objectif de déterminer de façon satisfaisante quels sont les patients qui sont à risque de faire des complications post-opératoires, et en fonction de la nature de l'intervention chirurgicale, urgente, pas urgente, on peut éventuellement optimiser le traitement médical et proposer une attitude de revascularisation chez ces patients. Ils ont parfaitement le droit, comme le sujet de 70 ans, 75 ans, c'est comme le sujet de 50, 55 ans, il a le droit d'être reversé sur l'algorithme préconisé. Alors, donc je vais passer sur l'écho de stress. La scintigraphie, c'est des examens qu'on peut parfaitement demander chez un sujet âgé, comme tous les patients, quand il y a des facteurs de risque se rajouter. Donc ça, c'est la recommandation d'experts. Malheureusement, il n'y a pas de limite entre le sujet jeune et le sujet âgé, mais de toutes les façons, l'objectif du test d'effort est de dépister une coronarographie afin d'optimiser le traitement, de proposer une coronarographie et puis d'avoir un dialogue entre anesthésiste, cardiologue et chirurgien pour trouver la meilleure formule pour prendre en charge ces malades. Alors l'évaluation respiratoire, je vais passer très rapidement pour dire deux choses. Premièrement, la mortalité post-opératoire chez les sujets âgés, il est réparti entre les complications cardiovasculaires et les complications respiratoires, et 40% des décès post-opératoires chez les sujets âgés sont dus à des complications respiratoires, après chirurgie non cardiaque bien sûr majeure. L'âge est un facteur qui ressort dans tous les scores de complications respiratoires post-opératoires, il est pratiquement coté à 16 par exemple sur cet algorithme. Et puis les examens préopératoires, c'est la radio pulmonaire, c'est les gaz de sang, c'est l'expiration fonctionnelle respiratoire. Et je pense que pour un sujet qui va subir une intervention à risque modéré ou élevé, il ne faut pas hésiter à demander une exploration fonctionnelle respiratoire, quel que soit le statut du patient, parce qu'il y aura un retentissement post-opératoire, chirurgie abdominale, thoracique ou autre. Alors le risque rénal, l'âge est un facteur de risque d'insuffisance rénale post-opératoire, comme le diabète, comme les problèmes cardiaques, comme les états de choc. Et donc il faut absolument calculer la fonction rénale en utilisant bien sûr la formule MDRD qui est la plus adaptée au sujet âgé. L'évaluation des risques nutritionnels, je suis presque à la fin de ma défense. Donc l'évaluation nutritionnelle est très importante parce que tout d'abord, il y a des pathologies qui vont être source d'intervention chirurgicale, mais il y a également l'âge qui est un facteur qui augmente justement le risque de dénutrition. Et on pense que pratiquement 12 à 50% des patients âgés de plus de 65 ans sont dénutris quand ils sont à domicile et 25 à 60% quand ils sont dans un cadre institutionnel, dans des maisons de repos de retraite, ont une dénutrition, sachant qu'on sait tous quelles sont les complications périopératoires de la dénutrition sur bien sûr le pronostic de la maladie, mais également le pronostic du patient, donc le risque de pneumopathie d'inhalation, d'intubation prolongée, de septicémie et de mortalité. Et donc l'évaluation nutritionnelle devrait être faite de la même façon comme chez un sujet normal qui va subir une intervention modérée, à risque modéré ou élevé. Il faut absolument prendre le poids actuel, l'estimation de la perte du poids, le calcul de l'index de masse corporelle, la mesure de l'albumine. C'est des éléments, malheureusement, qu'on a tendance à oublier. Alors, pour conclure, donc c'est justement pour dire que cette population âgée, devant laquelle on avait une tendance à dire, de toute façon, c'est un sujet âgé, même s'il y a une complication post-opératoire, la famille est au courant, la société peut accepter facilement la complication, alors que c'est non. Le contraire est en train de se reproduire maintenant. La courbe est en train de s'infléchir. Il faut absolument prendre ces patients âgés comme des patients qui ont leur droit à la santé. À la rigueur, c'est des patients qui ont, je dirais, pas pauvres, c'est des patients qui sont riches parce qu'ils ont contribué à un système de santé, à une économie d'un pays, et il faut absolument que le patient âgé soit pris en charge de la même façon qu'un patient jeune, sinon plus. Et malheureusement, dans notre culture, on n'a pas encore atteint ce niveau. Et donc, un bilan exhaustif est nécessaire pour réduire au maximum le risque périopératoire en tant qu'anesthésiste. Pour le reste, c'est le système de la santé qui doit s'en occuper. Je vous remercie.